Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Bienvenue dans ce nouvel entretien des éveilleurs. Aujourd'hui, Azilise Lecor nous fait l'honneur de sa venue. Merci de prendre le temps de venir ce soir, malgré votre emploi du temps bien chargé. En effet, pour vous présenter brièvement, vous êtes mariée, vous êtes mère de 2 enfants, vous êtes aussi diplômée de philosophie et vous travaillez depuis 1 an et demi au JDD, au Journal du Dimanche, comme rédactrice en chef des pages Opinions et Controverses. Et enfin, pour l'heure, vous êtes surtout l'auteur de votre premier ouvrage, un très bel essai, L'enfant, l'avenir de l'homme, publié chez Albin Michel en 2024, en septembre, si je ne me trompe pas. Alors, pour commencer notre entretien, parlons un peu de vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre vocation de journaliste? Qu'est-ce qui vous a amené à embrasser ce métier? Alors, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est drôle ce terme de vocation parce que j'ai jamais pensé le journalisme comme une vocation. J'ai fait des études littéraires, disons, une prépa, ensuite de la philo et des lettres. Et je pensais être prof. C'est vraiment un métier que je pensais embrasser assez naturellement. Et puis j'ai fait des stages, j'ai rencontré... voilà, je suis retournée à l'école finalement, au lycée, et à la fois j'adorais ces élèves et en même temps je me suis dit ça va être compliqué de faire de la philosophie et je n'ai pas envie d'être éducateur spécialisé, et parce que vraiment la dimension de ce métier, en tout cas face au public que j'avais eu, ça devenait presque ça, c'était assez complexe, et quand je suis partie en master à Paris, je me questionnais vraiment sur ce que j'allais faire, est-ce que j'allais poursuivre dans cette voie ou pas. Et finalement, j'ai commencé à penser au journalisme, en tout cas je voulais le découvrir. Et là, sur la page du Figaro Vox, que je lisais beaucoup à l'époque, sur la page Facebook, une proposition de stage. Et donc je postule. J'étais au Crous quand Alexandre Devecchio m'a appelée pour me dire de venir passer un entretien. J'ai été prise. Et donc j'ai fait quelques mois de stage à Figaro Vox. Après, je suis restée au Figaro, au service vidéo. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait un stage et puis une alternance. Et ensuite, je suis retournée aux pages Opinions du Figaro avant d'être embauchée au JDD comme rédactrice en chef. Très bien. Alors du coup, au Figaro, vous avez donc déjà travaillé dans les pages débat et opinion. Au JDD, vous y êtes encore dans ces pages d'opinion. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette thématique-là, dans ces pages-là? Alors, quand j'ai justement postulé à ce stage, déjà, l'idée, c'était de pouvoir, non pas faire de la philosophie, mais quand même essayer de mélanger un petit peu les deux, c'est-à-dire cette dimension d'actualité qui nous permet de nous raccrocher au réel, puisque j'avais quand même la sensation, arrivé en master, parfois, même si j'avais fait exprès de choisir la philosophie politique pour toucher à des choses assez concrètes. Au final, maintenant, c'est l'inverse qui me manque, mais bon, voilà, on est toujours insatisfait. Et là, dans le journalisme d'idées, il y avait la possibilité de travailler la matière actualité, mais en même temps, de faire un pas de côté et de travailler une réflexion, d'essayer d'aller au-delà des faits, au-delà de simplement les raconter, et essayer de poser une grille d'analyse dessus. Et j'ai beaucoup appris à Figaro Vox, enfin, c'est vraiment une école de rigueur assez incroyable, et j'ai aussi appris à écrire de façon journalistique, ce qui n'est pas du tout le cas quand on sort de l'université, où on fait des travaux de recherche. Là, on comprend comment parler à tout le monde, en fait, c'est ça le but, et pas seulement à des intellectuels, mais à des personnes. Enfin, voilà, moi je me dis tout le temps, est-ce que quand j'écris, mes parents, mon frère, ma sœur, qui n'ont pas fait de philo et voilà, qui n'iront pas naturellement vers ce type de réflexion, vont me lire, vont trouver ça intéressant et vont comprendre l'intérêt de poser une réflexion là-dessus. Et alors, du coup, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai fait des recherches sur vous et j'ai découvert qu'un article de Libération au moment où vous arrivez au JDD et qui vous présente d'emblée comme une journaliste réac. Comment vous vivez ce genre d'attaque et est-ce que vous vous reconnaissez dans cette dénomination? Alors, je vois très bien, évidemment, de quel article il s'agit. Il y en a eu plusieurs, il y a eu Télérama, etc. Ce qui était assez drôle, c'est que moi, j'ai pas été gréviste, en effet. Je me suis pas posé la question de partir, mais je suis arrivée avant Geoffroy Lejeune.
j'ai été embauchée par Jérôme Begley, son prédécesseur, dans l'idée de créer des pages opinion au JDD qui n'existaient pas. Il y avait des pages qui s'appelaient déjà Opinion et controverse, mais qui étaient plutôt des pages où il y avait comme des communiqués pour des grosses boîtes, etc., très JDD, le JDD d'avant du moins. Et donc là, Jérôme m'avait demandé de créer des pages opinion, des pages de débat, comme je le faisais au Figaro, et de créer une plateforme qui ressemblait à Figaro Vox. Voilà, je n'ai pas eu le temps de travailler beaucoup avec cette équipe, puisque le premier jour de mon contrat, c'était le premier jour de grève. Donc moi, je venais tous les jours, j'ai vécu la grève de l'intérieur, je l'ai vu, je connaissais même pas Geoffroy en fait à l'époque, c'est ça qui est assez dingue. Donc cet article de Libé dit que je suis arrivée dans les valises de Geoffroy, que j'étais dans le complot. Bon, c'est assez décevant parce que même pas. Mais en tout cas, j'ai tout de suite, j'ai rencontré Geoffroy et c'était assez dingue quand même de voir la caricature qu'on pouvait faire de lui et la personne qu'on avait en face de nous. Et de voir aussi que personne n'est venu l'écouter quand il est venu exprimer son projet dans la rédaction. Donc voilà, il y aurait beaucoup à dire sur la grève de l'intérieur. Mais pour simplement répondre sur la question des attaques, c'est presque une médaille. Y a pas c'est tellement caricatural. Jamais ces journalistes ne m'ont appelé pour savoir comment j'étais arrivée, pourquoi je décidais de rester. Et évidemment, il s'agit de thèmes dans des journaux comme Le Figaro ou le JDD d'aujourd'hui qui correspondent à une ligne éditoriale classée à droite. Je pense qu'il faut tout à fait l'assumer et assumer que quand on est journaliste, ce sont des faits qui passent toujours au travers d'une subjectivité. Donc le but n'est pas du tout d'être des militants. Moi, je ne me fais pas cette idée du journalisme. Je pense qu'il faut savoir justement, et ça c'est le travail aussi qu'on fait quand on fait de la philosophie, apprendre à être perturbé dans ses propres croyances, dans ses propres certitudes, et admettre que parfois le réel ne nous donne pas toujours raison. Et donc ça, il faut savoir le raconter, et parfois il se trouve que peut-être que le réel sert certaines idées qui sont classées de notre bord politique ou pas. Mais Libé, de la même manière, évidemment, a un projet et une ligne éditoriale qu'elle défend. Alors, maintenant, parlons de votre ouvrage que je vous montre à tous, qui est un formidable ouvrage, L'enfant et l'avenir de l'homme, que je vous conseille d'acheter et de lire en entier. Mais on va déjà en retracer quelques lignes à travers cette conférence. Alors voilà, votre ouvrage, il part du constat que l'Occident vit un hiver démographique sans précédent et que les conséquences d'un tel déclin peuvent être irréparables. Et comment vous est venue l'idée déjà de faire cet essai, L'enfant et l'avenir de l'homme, puisque vous le disiez vous-même au départ, votre spécialité c'est plutôt la philosophie politique. Et donc comment vous vient cette idée de cet essai ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un état de fait simplement sur l'idée du livre en elle-même. Il y a le fait que la démographie baisse, c'est un constat qu'on fait chaque année. L'INSEE nous le dit. Il y a une baisse de la natalité. Et en même temps, alors qu'il y a une baisse de la natalité en Europe, en Occident et en réalité sur beaucoup d'autres pays de la planète, mais en Occident, il y a la particularité que des mouvements militants prennent de plus en plus d'ampleur et nous expliquent qu'il ne faut pas faire d'enfants alors même qu'on n'en fait plus. Et donc il y avait cette corrélation de deux phénomènes qui me paraissait assez intéressante à analyser. Et la première fois que j'ai travaillé la question avant de me mettre à l'écriture de ce livre, j'étais au Figaro et il y avait à ce moment-là l'émergence d'un mouvement qui prenait depuis quelques mois une ampleur assez dingue avec beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. C'était le regret maternel. Et j'avais lu plusieurs livres, enfin 2 en tout cas, sur le sujet, dont un qui s'appelle Mal de mère, mère M-E-R-E-S, de Sophie Thomas. Et elle interviewait, c'est le témoignage de 10 femmes qui disaient regretter d'être mère. Moi, il se trouve que je venais d'avoir mon premier enfant à ce moment-là. Et d'abord, ma première action, c'était de me dire comment est-ce qu'on peut dire ça ? Comment est-ce qu'on peut assumer de dire à son enfant « je regrette que tu sois né », même si on n'est pas épanoui dans ce rôle-là, comment est-ce qu'on peut infliger cette violence à son enfant ? Et quand j'ai lu les témoignages, j'étais assez bouleversée parce que ces femmes, on était en empathie, et presque en compassion avec elles.
Parce qu'en fait, c'était des femmes qui étaient en souffrance, qui avaient vécu une histoire compliquée, qui n'avaient pas reçu d'amour de leurs propres parents. Certaines d'entre elles expliquaient, par exemple, avoir aussi subi des avortements et qu'elles n'avaient pas mesuré l'impact de ces avortements dans leur vie. Et ensuite, quand elles retombaient enceintes alors qu'elles ne l'avaient pas souhaité, prévu, projeté, peut-être qu'on reviendra sur ce terme, eh bien, elles se disaient « je ne peux pas refaire cela, je ne peux pas revivre cette expérience traumatisante ». Mais donc, elles n'arrivaient jamais ensuite à créer un lien avec cet enfant, à entrer en relation avec lui. Et ce qui était terrible, c'est que des militantes féministes venaient plaquer un discours préconçu sur ces souffrances, et au lieu de les traiter, au lieu d'accompagner ces femmes, leur disaient simplement, vous voyez, c'est la société patriarcale qui vous a obligé, malgré vous, à devenir mère alors que vous ne le souhaitiez pas. Et donc, vous êtes lancé dans cette activité de reproduction, reproduction de chair à canon, c'est ce que disaient les néo-malthusiens. Mais en fait, vous n'aviez pas fondamentalement l'envie de le faire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le regrettez. Et ça a été vraiment un déclencheur pour moi. Et donc, petit à petit, après, il y a d'autres mouvements dont on va certainement parler qui ont pris de l'ampleur dans les médias. Et donc, voilà, j'ai pas lâché l'affaire, disons, mais c'était vraiment le point de départ de l'écriture du livre. Très bien. Alors, justement, ouais, vous commencez par un état des lieux, vraiment des idéologies qui sont présentes dans le débat, et notamment les jinx, ou les jinks. Donc, c'est un mouvement féministe qui incite donc à ne pas faire d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents mouvements et quels sont leurs objectifs à chacun dans les médias Alors, il y a la grande famille qui englobe toutes ces chapelles, qui s'appelle les Child Free, donc sans enfants par choix. Et au sein de cette famille, il y a en effet, on peut dire GINK, GINK, donc ça signifie Green Inclination No Kids. Donc aujourd'hui, on a gardé le terme No Kids, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que le Green Inclination a disparu. Et ce label, c'est un label au départ, est né aux États-Unis. Il a été fondé par une femme qui s'appelle Lisa Imas, que j'ai interrogée par Zoom, parce qu'elle vit à Seattle. Et elle le dit de manière très transparente, assez américaine finalement. Moi, j'ai toujours été militante féministe et écolo, et je n'ai jamais voulu d'enfant. Et un jour, elle se dit, comment est-ce qu'on peut faire progresser ces idées child-free sur le terrain, dans les médias, etc. Eh bien, c'est en accolant cela à l'idée écolo, puisque c'est une idée qui commence à fonctionner, qui est assez marketing. Et donc, elle s'est dit, voilà, en fait, je vais dire qu'il ne faut pas faire d'enfants, parce que, alors à l'époque, leur slogan, c'était « Ne mets pas un enfant au monde, c'est une poubelle ». Et ça a beaucoup pris. Et il y a eu une résurgence de ce mouvement en France, assez récemment, autour de 2017-2018, parce qu'il y a eu une étude scientifique parue qui expliquait qu'un enfant en moins faire un enfant de moins était l'acte le plus écolo qui existait, puisque cela faisait économiser 58 tonnes de CO2 par an. Donc les calculs ont été démontés, notamment par l'ingénieur Emmanuel Pont, qui expliquait qu'ils étaient tout à fait biaisés dans la méthodologie. Mais ce qui était intéressant, c'est que le slogan de départ, qui était « Ne mets pas un enfant au monde, c'est une poubelle », est devenu « Ne mets pas un enfant au monde, c'est un pollueur ». Et donc l'enfant a une valeur par ailleurs qui était négative. Et nous aussi, puisqu'on a des enfants, nous sommes des écocides. Et donc ça a énormément pris dans les médias. Moi, dans ceux que j'ai rencontrés, puisque le livre, j'ai fait une démarche journalistique, donc c'était une enquête aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément des militants, mais qui ne voulaient pas d'enfants. Et parmi ceux qui se disent no kids, personne ne me disait c'est pour faire l'acte le plus écolo qui soit. En réalité, c'était d'abord pour ne pas offrir ce monde terrible à leur enfant, ce qui rejoignait le discours de beaucoup de jeunes finalement de moins de 35 ans. Par ailleurs, il y a d'autres arguments quand on creusait. En fait, c'est là où on voit que ça a beaucoup fonctionné, c'est-à-dire que ça a marché par les médias et ça a infusé dans les esprits. C'est-à-dire que quand on discutait avec des gens qui ne sont pas des militants, ils nous disaient « Oui, mais c'est bien, je participe à une grande œuvre pour la planète ». Et puis finalement, on comprenait que ce n'était pas pour ça qu'ils ne faisaient pas d'enfants. Et l'autre grand mouvement, donc ce sont des child free plutôt féministes qui considèrent que
il faut s'émanciper de la maternité pour être une femme épanouie, que la maternité ne permettrait pas de s'émanciper, et qu'il faut d'abord, donc ça c'est pas nouveau, c'est évidemment très influencé par la pensée de Simone de Beauvoir, donc c'est un féminisme aussi qui a été très investi dans les années 70 et 80, où on expliquait aux femmes qu'il fallait qu'elles soient d'abord émancipées financièrement pour être émancipées des hommes qui ne pouvaient pas être un appui. Donc là, on voit tout de suite la déconstruction du couple, du foyer, du mariage, et donc de la cellule familiale. Et ça, c'est une idée qui demeure, mais s'il faut quelques signes d'espérance, je pense que les générations qui sont les nôtres, quand on voit des jeunes couples qui s'engagent, je pense que ça reste des idées qui sont plutôt ancrées dans les têtes, disons, de nos grands-mères, voire de nos mères. mais moi, les seules altercations que j'ai pu avoir dans les médias avec des féministes, ce sont des féministes, des femmes qui ont au moins 70 ans. Ouais. Et est-ce que ce mouvement, c'est des femmes voilà, écolo ou voilà, les deux grands mouvements que vous avez décrits, est-ce qu'ils ont vraiment une influence sur la démographie aujourd'hui, ou est-ce que voilà, c'est médiatisé, mais que finalement le problème démographique il existe déjà, et est-ce que ça a vraiment une influence sur la jeunesse aujourd'hui qui est en âge d'avoir des enfants en fait? Alors, en effet, on n'a pas attendu les No Kids pour connaître une baisse conséquente de la natalité. Et c'est justement ça qui est assez intéressant, c'est de voir, alors même que cette natalité a déjà baissé pour des raisons, à mon avis, qui sont essentiellement liées aussi à un développement, donc à la modernité, puisque c'est quelque chose sur lequel de nombreux démographes ont travaillé, et expliquent que plus les pays se modernisent, plus on a accès à une certaine aisance matérielle, à un confort, moins les gens font d'enfants. Et ça, c'est quelque chose d'assez global. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on demande aux jeunes des générations Y et Z pourquoi ne pas faire d'enfants, dès qu'on creuse un peu, ce sont en effet des raisons matérielles. Donc les raisons écolo sont les premières raisons avancées, mais ça finit vite par après moi le déluge. Donc ils ne veulent pas renoncer en réalité à leur mode de vie consumériste, parce que ce sont les générations qui consomment le plus. Et il y a évidemment la question de la consommation des pratiques numériques. Ce sont des générations qui sont nées dedans, donc qui consomment énormément et qui ne se rendent par ailleurs pas compte aussi qu'il y a un effet polluant à utiliser les réseaux sociaux quotidiennement. Ce sont des générations qui achètent davantage d'habits, même si c'est parfois de seconde main, en fait, c'est pour consommer davantage. Donc toutes les pratiques qui seraient écolo ont souvent en fait, pour but de consommer davantage et d'acquérir plus. C'est ça qui est assez drôle. Et ils ne consomment pas du tout local, des légumes bio, etc. Donc on est vraiment loin, parfois, des discours prônés. Et donc c'est là que je pointe une contradiction. J'allais dire un paradoxe, mais c'est plus qu'un paradoxe, c'est vraiment une contradiction. C'est-à-dire qu'ils se disent, oui, je participe à une grande œuvre en n'ayant pas d'enfants, mais en fait, je continue de mener une vie extrêmement consumériste. Et quand on creuse, donc, en fait, la question, c'est est-ce que je suis capable de m'occuper d'un autre que de moi-même? Est-ce que je veux donner le pouvoir d'achat que j'ai pour mon enfant? La question, elle est tout de suite très matérielle. Il y a des gens qui viennent plus vite à cette question que d'autres. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont aussi des gens qui n'ont pas de raison objective de s'inquiéter. J'ai eu des jeunes cadres qui étaient dans des secteurs porteurs, mais qui se disaient non, je viens d'acheter un appartement à Paris, c'est vrai que c'est pas très grand, mais est-ce que j'ai vraiment envie ensuite de redépenser de l'argent pour loger un enfant? Donc tout de suite, en fait, les questions matérielles prennent le dessus et deviennent l'alpha et l'oméga, l'horizon de toute vie. Voilà. Et c'est ça la direction qu'ils prennent. Et c'était assez étonnant, parce qu'une fois qu'on rentrait bien dans la discussion, ça devenait des raisons assez décomplexées. Et il y avait plus profondément des craintes, évidemment. Je ne vais pas du tout les caricaturer. Des craintes qui me semblent légitimes, même les craintes, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, même si le terme peut sembler ridicule. La peur que les espèces, parce que les espèces s'effondrent, parce que le monde, en effet, semble aller à sa perte. Tout ça, c'était des angoisses qui n'étaient pas feintes. Mais on voit bien qu'il y a aussi cette
in fine, cette incapacité à se projeter vers l'avenir, à espérer et à prendre en charge un autre que soi-même. Parce qu'ils disaient, mais comment est-ce que je vais faire pour répondre à évidemment toutes les questions que pose un enfant, c'est-à-dire même des questions en fait, de cette prise en charge, de ce regard qu'il pose sur nous et qui nous demande de prendre soin de lui. Et ça paraît impossible à une génération, je pense, qui a peut-être du mal, où il reste des adolescents toute leur vie et qui simplement préfèrent continuer à jouir dans l'excès de consommation. Et cet excès, il est dû à quoi selon vous? Pourquoi effectivement cette génération Y et Z, comme on les appelle, pourquoi ils grandissent pas? Pourquoi on reste dans cette éternelle adolescence je pense que ça s'explique par deux crises. Enfin, si on peut, il y a un chapitre du livre qui s'appelle Un monde en crise au pluriel, mais il y en a deux essentiels à mon sens. C'est d'abord une crise de la transmission. Ce sont des générations qui ne savent plus vraiment où ils habitent. Vraiment, ils ne savent plus quel monde ils habitent, quel est ce qu'on leur a. En fait, est-ce qu'on leur a transmis suffisamment? Cette crise de la transmission, elle se constate à différents niveaux. Elle se constate. Là, je lisais un livre que je vous conseille pour l'Église de Christophe Dickès. L'Église n'a pas transmis ses valeurs. Il explique très bien. Elle n'a pas transmis son histoire. De la même manière, est-ce que l'école a transmis l'histoire de France? Est-ce qu'elle a permis à ses enfants de sentir habiter ce pays qui est le leur, de permettre à ceux qui sont venus après de pouvoir y appartenir complètement? Il y a donc cette crise aussi simplement des traditions, enfin, je veux dire à des échelles plus locales. Et là encore, un signe d'espérance peut-être. On voit moi je suis bretonne, je constate que chaque été dans les pardons, il y a de plus en plus de gens, des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens, mais qui veulent participer à ces grands mouvements populaires. Et c'est ce qu'on peut constater aussi dans le sud, au corrida, etc. Enfin, je veux dire, chaque région a ses traditions et il y a des retours à ça parce que les gens cherchent du commun. Dans cette grande crise de la transmission, ce commun qui me permet de parler de l'autre crise, qui est la crise aussi de l'altérité. On est dans un monde où on peut tout avoir tout de suite chez soi. Là, ça fait très très boomer, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que avec les nouvelles technologies, on peut accéder à ses moindres désirs tout de suite, et donc avec les applications, être livré chez soi, que ce soit son repas. On peut visionner n'importe quel film sur les plateformes au lieu de sortir au cinéma, au lieu de partager des moments avec ses amis. Et évidemment, le Covid, en plus, a été un accélérateur de ces pratiques. Et donc, il y a un repli sur soi et il y a aussi une crainte. Simplement, on ne sait plus aller vers l'autre. Et donc, quand on ne sait plus aller vers l'autre, comment est-ce qu'on peut imaginer devenir parent? Parce que l'enfant, c'est cette altérité absolue. Et si on ne nous a pas transmis, qu'est-ce qu'on pourra transmettre, nous, à cet enfant? Et donc, il y a ces deux impossibilités qui se posent d'autant plus, je pense, à nos générations. Et je pense que c'est ce qui bloque beaucoup. Ce n'est pas forcément intellectualisé, conscientisé, mais à mon sens, c'est vraiment une question cruciale. Alors, à propos de la crise de l'altérité, c'est vrai qu'on a aussi été baigné à l'école avec le planning familial qui venait nous expliquer que l'autre allait nous apporter des maladies, qu'il fallait absolument se protéger, etc. Et c'est vrai que déjà collégien, on est beaucoup à avoir été vraiment éduqués dans en fait, il faut faire attention à l'autre. L'autre n'est pas celui qui va venir nous compléter, mais celui dont il faut se protéger. Et est-ce que ça n'a pas aussi abîmé des générations justement, je pensais au planning familial notamment. Alors moi, ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de gens, en effet, se disaient, si je fais un enfant avec mon compagnon, ma compagne, comment est-ce qu'on fera quand on va se séparer? Parce qu'ils avaient déjà dans l'idée que l'engagement n'était pas possible sur une vie tout entière. Et donc ils se disaient, mais on va être liés pour toujours par cet être qui forcément continuera de dépendre de nous. Et il y avait, cette crainte qui, pour beaucoup de femmes surtout, je l'ai davantage entendu chez les femmes, prenait le dessus.
J'ai eu quelques hommes aussi qui étaient des enfants de divorcés et donc qui repoussaient l'échéance en se disant il faut que je sois sûre que ce soit la femme de ma vie parce que je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Et donc on voit que ça les crispe, que ça empêche finalement de faire ce saut aussi dans l'inconnu. Et il y a une dramatisation à la fois de l'engagement et aussi du rôle de parent. Donc on est dans une époque où tout devient un drame, tout devient impossible, et c'est impossible d'être en confiance. Alors, c'est marrant parce que vous avez employé le mot compléter. Et je pense que ça, c'est aussi un défaut, c'est-à-dire de croire que dans le couple, on va se compléter. Je pense au contraire que l'homme et la femme sont des altérités. Et il y a évidemment cette fusion qui se crée dans la passion amoureuse, mais qui disparaît, qui ne tient pas toute une vie. Alors moi, je ne crois pas non plus à ce que disait Montaigne dans l'amitié maritale. Je pense que c'est un petit peu triste. Et j'espère que voilà, la flamme, en tout cas dans mon couple, vivra. Mais je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit aussi, justement, que l'homme et la femme ne sont pas interchangeables, ne sont pas non plus des êtres en fusion, qu'ils doivent être deux altérités et deux piliers différents par leur nature pour leur enfant. Et c'est peut-être parce qu'il y a une confusion des rôles également qu'on a tendance à ne plus savoir où on habite et quel rôle on peut jouer pour notre enfant, qui on doit être pour lui et ce qu'on doit lui transmettre. Alors, parlons un peu d'actualité. Emmanuel Macron parle justement et est aussi inquiet que... Enfin, voilà, le constat est là et il veut organiser un réarmement démographique. Alors, il emploie souvent le vocabulaire de la guerre, il aime bien ça. Mais est-ce que ça donne pas justement raison à ceux qui dénoncent dans les politiques natalistes le fait de faire de la chair à canon, par exemple, ou des bras pour aller travailler? Est-ce que du coup, le rôle du politique est de s'occuper de la natalité? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de... Oui, en effet, il a une petite obsession pour le champ lexical martial. Je ne sais pas si les mots employés étaient des mots justes, mais il y a une urgence, de fait. Il y a une urgence, et je pense qu'il était dans son rôle. Alors, on peut ensuite lui reprocher que ça ne s'en soit pas suivi de fait dans la politique qu'il a pu mener depuis ce discours. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il le disait à la suite des débats sur les retraites. Donc, se poser d'abord cette question, évidemment, du financement pour les retraites des générations à venir, avec ce non-renouvellement des générations. Aparté, d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est intéressant de voir qu'on attend aussi toujours de l'État qu'il prenne absolument toute la vie, notre existence en charge, et qu'on soit incapable de se dire qu'on se lance dans cette aventure en étant responsable de nous-mêmes et de notre famille. Donc ça, c'est quelque chose que je souligne et qui me paraît assez essentiel dans le livre. C'est que aussi on a tendance à tout le temps attendre de l'extérieur. C'est-à-dire que quand c'est pas l'État, c'est parce qu'on n'a pas les cercles de solidarité autour de nous, etc. Donc évidemment, quand on a des enfants, on doit être responsable. C'est difficile parfois et on n'a pas toutes les bonnes conditions quand on travaille, quand on n'a pas de mode de garde. Mais je veux dire, ça reste un choix individuel, et pour autant, il faut que la société, en effet, permette de l'accueillir dans les meilleures conditions. Mais d'abord, je pense qu'il y a cette dimension aussi de prise en charge, à un niveau, à sa petite échelle, qu'on a tendance toujours à remettre sur les épaules de quelqu'un d'autre, et surtout de l'État, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui organise, en effet, la solidarité, et qu'il n'y a plus cette solidarité naturelle dans la famille au sens élargi, ou simplement avec les cercles proches. Sur la question donc, du rôle du chef de l'État, je pense qu'il était dans son rôle, parce qu'évidemment, son rôle, c'est aussi de perpétuer le peuple qui l'a mené au pouvoir. Et si on ne se reproduit plus, on ne peut plus être une nation, la nation qu'on a été. Là, on ne peut plus transmettre. Et ce qui est important, c'est qu'un enfant, il permet non seulement de poser un regard nouveau sur l'existence, c'est-à-dire c'est une petite révolution, un enfant, à chaque fois. Il est capable de nous faire nous-mêmes revoir des choses qu'on ne voyait plus. Donc c'est un regard poétique posé sur le monde. Et en même temps,
si on ne lui transmet rien, il ne peut pas se construire. Donc il y a ce double mouvement, à la fois cet être totalement révolutionnaire, mais une révolution qui ne fait pas table rase du passé. Et c'est pour ça que je crois au contraire que le rôle des chefs d'État, c'est de permettre à sa nation, et je dirais même à une certaine civilisation, de se maintenir. Parce que si la natalité est trop basse, évidemment, on favorise l'immigration, et donc on remplace une population par une autre, et où on dissout la civilisation qui est la nôtre. Et ça, je pense que ce n'est pas souhaitable. C'est pour ça que je trouve qu'il était à ce moment-là dans son rôle. La question, c'est qu'est-ce qu'il a fait ? Et là, on se demande. On cherche encore. Alors, du coup, c'est vrai que c'est étonnant de voir que tout le monde s'en inquiète. Prisca Thévenot a fait une vidéo pour nous expliquer que les raisons de cette baisse de la natalité étaient des raisons économiques, souvent des raisons économiques et écologiques, mais elle parle vraiment des raisons économiques. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les chiffres de l'avortement publiés par la DREES, la Direction des recherches, des études, de l'évaluation et des statistiques, on voit que 50% des avortements sont chez les jeunes, entre 20 et 29 ans. Et donc, évidemment que la précarité est probablement un des facteurs. Et pourtant, quand on entend les chiffres de l'avortement, etc., justement, on a l'impression que l'État ne fait rien pour aider les femmes qui sont dans des situations de précarité à garder leur enfant, à leur trouver des solutions, peut-être des modes de garde, un emploi, un logement, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, justement, à ce que le président nous fasse un grand discours et les faits, la réalité des chiffres qui est là, quoi. Oui, ça c'est assez évident. La grande question, mon livre ne traite pas des politiques publiques. C'est vraiment... j'aborde la question des mentalités et j'apporte une question philosophique, mais simplement pour répondre quand même à la question qui est très importante, c'est, je crois aussi d'abord la question des relais, de la prise en charge de ces femmes. Aujourd'hui, ce sont des associations comme Marthe et Marie qui le font, qui font un travail incroyable et qui permettent à ces femmes de devenir mères, en fait, quand en effet aucune des situations, soit familiales, soit économiques, ne le permet. Même quand on a, disons, une situation moins précaire, moins critique, il y a évidemment la question des modes de garde qui se pose pour tous, puisqu'aujourd'hui, l'homme et la femme travaillent dans le couple généralement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on doit retourner au travail et qu'on n'a pas de place en crèche, qu'on doit passer par des crèches privées qui ont des montants exorbitants parfois? Là, c'est un vrai sujet. Et je pense le cœur même des politiques publiques aujourd'hui, bien plus que la question des allocations, etc. Même si là aussi, il y a beaucoup à dire sur ce qui a été fait en 2015, sur la manière de les distribuer, qui a beaucoup... on observe une chute de la natalité à partir de 2015 sous François Hollande. Et je pense que c'est important de le souligner parce que les allocations familiales étaient universelles, sans condition de revenu. Et là, elles ont été allouées, comme la plupart des aides de l'État, en fonction des revenus. Et je pense que ça aussi, ça dit beaucoup de la conception qu'on se fait de la famille et de l'universalité qu'elle devrait avoir, qu'elle devrait retrouver aujourd'hui. Donc ça, ce serait peut-être aussi une bonne mesure. Mais je crois que l'essentiel se pose sur la possibilité aussi donc, de faire garder ses enfants et pour les femmes de rester plus longtemps à la maison si elles le souhaitent. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que pour les 2 premiers enfants, on doit retourner au travail à 2 mois et demi alors qu'on n'a même pas cicatrisé, que notre corps est encore marqué par l'accouchement, que l'enfant a évidemment besoin de sa mère. Et je sais que beaucoup ont besoin aussi de retrouver une vie sociale, retrouver leur travail, ça leur fait du bien. Mais il y a peut-être des équilibres à trouver, notamment la question des temps partiels, qui n'est pas du tout mise en place, n'est pas favorisée dans les entreprises. Et dernier point qui me semble essentiel, c'est celle du congé parental. Le congé parental, aujourd'hui...
est très mal payé. Enfin, c'est vraiment très mal rétribué. Et donc, voilà, est-ce que c'est possible, au vu des finances de la France, de mettre davantage d'argent pour les parents qui souhaitent rester avec leur enfant? Évidemment, c'est une question complexe, mais je pense que c'est un des grands chantiers qu'il faudrait mettre en place pour des politiques natalistes efficaces. Alors, dans toutes les statistiques sur l'augmentation de la population, on constate que la population augmente beaucoup dans les pays en développement, alors qu'elle stagne ou qu'elle diminue dans les pays développés, qu'on dit développés. Et c'est-à-dire du coup que c'est le pauvre et celui qui n'est pas éduqué qui fait des enfants. Et est-ce que la fécondité est faite du coup pour les illettrés, quand on voit toutes ces définitions qui sont données d'un pays développé, d'un pays en développement? Oui, c'est ce qu'avait dit Macron d'ailleurs, lors d'un voyage en Afrique. Si on regarde simplement, puisque moi, je me suis vraiment intéressée, encore une fois, à l'Europe et de manière un peu plus élargie à l'Occident, si on regarde les chiffres de l'INSEE concernant la natalité en France, il y a deux mouvements. Donc ceux qui font le plus d'enfants sont plutôt les plus riches, les plus aisés. Donc disons que les femmes ont en moyenne 2 enfants. Et dans les milieux les plus pauvres, un seul. Là encore, il y a 2 catégories parmi les plus pauvres, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas du tout de diplôme, pas le brevet, vont avoir 2 enfants par femme en moyenne. Et ceux qui ont certains diplômes, brevet, bac, vont en faire qu'un parce qu'ils peut-être mesurent, je ne sais pas, la portée économique de cet enfant. Et surtout, là encore une fois, c'est une affaire surtout de mentalité. Ce que j'ai pu interroger et ce que montrent les études, notamment les études de l'INSEE, c'est qu'ils vont projeter sur cet enfant une possibilité de mobilité sociale. Donc il faut que cet enfant non seulement puisse avoir tout ce qu'il souhaite avoir, puisque on imagine qu'un enfant aujourd'hui, pour qu'il soit épanoui, il faut qu'il puisse d'abord s'intégrer socialement en ayant les fringues à la mode et le dernier iPhone. C'est vraiment comme ça que c'est conçu. Et évidemment, il y a la question plus cruciale des études et la possibilité que cet enfant vive dans des meilleures conditions que les parents. Et donc là aussi, on imagine que l'épanouissement d'un enfant passe d'abord par son ascension sociale. Et il y a une dévalorisation de toutes les filières professionnelles, manuelles, etc. Et je pense que ça, c'est clé dans l'état d'esprit. On ne peut pas imaginer avoir plusieurs enfants parce que ce serait une défaite s'ils ne faisaient pas tous de grandes études. Et donc, il faut pouvoir, si l'État nous lâche, puisque c'est ce que tout le monde a à l'esprit, évidemment, financer ces désirs-là. Donc, c'est à la fois des aspirations qui sont nobles et légitimes, et en même temps, une conception aussi très libérale et matérielle de la vie, puisqu'il n'y aurait de vie heureuse et épanouie que par la consécration, par les diplômes, ce qui est très français, et ensuite par l'accès à un niveau de vie supérieur. Et est-ce que la religiosité de la population a aussi un impact sur la démographie? Alors là aussi, c'est assez intéressant à observer. Dans les familles, en tout cas en France, dans les familles musulmanes, il y a davantage d'enfants. Dans certaines familles catholiques aussi. Mais là, en revanche, pour les sphères chrétiennes, et surtout catholiques, parce que c'est différent pour les évangéliques, par exemple, mais il y a une baisse de la natalité. Et donc, il y a une... de la même manière que peut-être parfois l'Église correspond à l'esprit du monde, de la même manière les catholiques s'adaptent aussi à des modes de vie qui sont les modes de vie les plus prégnants en France, donc c'est-à-dire les deux parents qui travaillent et donc forcément moins d'enfants puisque moins la capacité de s'occuper d'eux et de les prendre en charge à la fois pour des questions de temps, d'organisation et financière. Je pense que là aussi, la clé, c'est peut-être la question de la transmission. C'est quelle place est-ce qu'on fait à cette possibilité de laisser la vie surgir quand on est chrétien, d'accepter qu'elle vienne et de ne pas se poser, peut-être, cette question tout de suite de la limite de combien d'enfants est-ce que nous aurons, parce que c'est déjà conditionner la vie et finalement déjà correspondre à cet état d'esprit qui consiste à dire qu'un enfant doit être un projet. Voilà. Moi, on me demande tout le temps, vous vouliez combien d'enfants ? C'est un jeu assez amusant en réalité, mais je trouve cette question profondément absurde.
Et je compte pas en avoir 10, hein, j'avoue. Je m'imagine pas avoir 10 gosses, mais je trouve que quand même, déjà, poser ces conditions, c'est forcément imaginer que l'enfant et la vie elle-même est conditionnée à nos propres aspirations. Et vraiment profondément, je pense que c'est ce à quoi l'Église nous invite quand on est catholique, à nous laisser toujours surprendre par cette vie sans y mettre de conditions, et notamment des questions évidemment liées à la contraception. Alors aujourd'hui en France, on sait que les chiffres de 2019 donnaient 3,7% de naissances issues de PMA. Et on sait que l'infertilité gagne du terrain, que de nombreux couples se tournent vers ces méthodes-là parce que, par infertilité, vers les méthodes de la procréation médicalement assistée. Est-ce que ce ne serait pas aussi une réponse à la reprise démographique quand on voit l'augmentation de l'infertilité dans les couples? C'est-à-dire une réponse à la... Est-ce que la procréation médicalement assistée pourrait être une bonne réponse? Et on a l'impression que c'est vrai que l'État souvent dit on va faire en sorte que ça puisse progresser. Oui, c'est ce qu'Emmanuel Macron d'ailleurs a dit dans cette allocution sur le réarmement démographique. C'est ce qu'a fait Israël. Israël est un des pays aujourd'hui de l'OCDE qui est le pays où il y a le plus d'enfants par femme. C'est-à-dire que les enfants font au moins 3 enfants par femme. Et pour le coup, c'est pas seulement les femmes religieuses, mais aussi les femmes laïques. Et c'est assez intéressant à observer. Donc, il y a des politiques natalistes qui ont été mises en place, surtout pour les familles nombreuses, à partir du 5e enfant et pas du 3e. Donc voilà, c'est assez conséquent. Et la question de l'infertilité a toujours été traitée. Donc Israël est un des pays qui est le plus avancé sur les questions scientifiques de procréation médicalement assistée. Néanmoins, ce que nous disent, ça progresse, hein, ça c'est certain, c'est ce qu'expliquent tous les médecins. Ça reste périphérique, ça reste minoritaire dans l'ensemble de la population. Je sais que c'est insupportable d'entendre ça quand on subit ce drame de l'infertilité et qu'on le voit énormément autour de nous. Mais ce n'est pas ça qui explique la baisse de la démographie. Et donc ce n'est pas ça qui permettra une réponse à ce phénomène, en tout cas pas aujourd'hui. On peut penser qu'on court vers une catastrophe écologique humaine et qu'on sera tous fertiles dans quelques centaines d'années, mais pour l'instant, on n'y est pas. Alors, justement, à propos de cette infertilité dans les couples, est-ce que, vous parlez dans votre livre d'une alternative à la fécondité charnelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors, ce chapitre est très important pour moi parce que, évidemment, mon livre, c'est pas le but de mon livre, c'est pas de dire aux gens, faites des gosses. Vous ne pouvez pas être épanoui sans enfants. Vous ne pouvez pas participer au royaume sans enfants, etc. Vraiment, profondément, que le célibat soit subi ou choisi, qu'il y ait des cas d'infertilité, on peut porter du fruit de 1000 manières. Je rends hommage à mes enseignants parce que je pense... En fait, je trouve que c'est assez drôle parce que quand on est élève, on se demande tout le temps si nos profs ont une existence en dehors de la salle de classe. Et on a du mal à les imaginer dans leur quotidien, auprès de leurs proches. Et donc, je ne sais pas si mes enseignants avaient des enfants. Mais en tout cas, je sais qu'ils m'ont apporté... alors, eux, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ont semé, mais ils m'ont apporté des choses assez incroyables. Au-delà de m'avoir appris à lire, à leur raconter, j'ai un peu oublié, hélas. Mais tout ce que je dois à mes profs de français, de philosophie, d'histoire, vraiment, c'est tellement grand que eux, ils ont porté du fruit simplement en prenant du temps avec leurs élèves, en transmettant leur savoir. Donc ça, c'est une manière. C'est une manière de donner au monde, aux autres. Donc c'est là toute la différence. C'est qu'on peut porter du fruit en étant tourné vers l'altérité. Et c'est tout l'inverse de ces mouvements No Kids, Child Free, où il y a un rabougrissement sur soi, où certaines féministes disent que l'égoïsme, c'est la santé.
Eh bien, là, il y a justement une démarche qui est évidemment de prendre soin de l'autre aussi, de l'élever grâce à ses talents. Alors, ça peut être de mille manières, ça peut être par le bénévolat, ça peut être aussi un artiste qui offre ses œuvres au monde et qui fait voir le beau. Mais il y a vraiment, évidemment, 1000 chemins possibles, mais il ne faut pas réduire la fécondité à la question de la maternité et de la paternité. Et je pense que c'est essentiel à dire, parce que j'ai un monsieur d'ailleurs qui m'a écrit et qui m'a dit, lui, il n'a pas voulu être père. Il m'a dit cette phrase assez incroyable: vous ne m'avez pas convaincu, mais vous m'avez vaincu. Allez analyser cette phrase. Mais il m'a dit, vous m'avez beaucoup touchée parce que je pense que ma vie n'est pas vaine. Il a créé une université populaire de philosophie. Il essaie de transmettre à sa façon, mais il sait qu'il ne peut pas donner la vie parce qu'il est enfermé dans ses blessures, il n'arrive pas à dépasser cela. Mais il a quand même décidé non pas de se refermer sur lui-même, mais d'œuvrer pour le monde et pour les autres. Alors, il y a aussi vous en parlez dans votre livre, le fait qu'on a du mal aujourd'hui à être capable de donner, vraiment de donner gratuitement. Et c'est vrai que la maternité est quand même un exemple fort de don gratuit de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on a aujourd'hui autant de mal à envisager le sacrifice ? Pourquoi on a autant besoin de reconnaissance dans nos efforts ? On voit bien que il faudrait presque nous rééduquer toutes nos générations. Et est-ce que, justement, c'est pas le fait d'avoir perdu la transcendance, d'avoir perdu Dieu dans nos sociétés qui fait que, justement, on n'est plus capable de faire ce sacrifice ? Alors la question de la transcendance est une grande question et vraiment passionnante, parce qu'on voit d'ailleurs chez le No Kids qu'il y a un glissement de cette transcendance. On porte allégeance à la déesse Gaïa et on est prêt à sacrifier l'humanité pour sauver la planète. D'ailleurs, c'est drôle, cet emploi du mot la planète, je ne savais à peu près rien dire. Et donc, on est capable de sacrifier l'espèce humaine pour sauver en fait tout le reste sauf nous. C'est ça qui est dingue. Alors même que la nature, on sait, elle reprend toujours ses droits. On l'a vu dans les endroits où il y a eu des catastrophes de toutes sortes, notamment nucléaires. La nature reprend ses droits. Mais la question de la survie de l'être humain, elle, se pose profondément. Et c'est ça qui est assez fou aujourd'hui, c'est en effet quelle place est faite à un idéal supérieur. On a parlé tout à l'heure de la crise de la transmission, de la crise de l'altérité. Évidemment, ces crises, elles ne viennent pas non plus de nulle part. S'il n'y a pas quelque chose de plus grand que soi, comment est-ce qu'on peut donner sa vie pour ceux qu'on aime ? Et c'est pour ça que je vois aussi, parfois c'est un petit peu difficile, mais beaucoup de signes d'espérance, parce que je vois plein de façons de répondre à cette crise-là dans la société. Beaucoup de gens qui se donnent pour les autres, qui essayent aussi de témoigner de leur vie, de l'amour simplement qu'ils peuvent donner, qu'ils vivent eux-mêmes à différents niveaux. On a parlé des enseignants, on peut parler des soignants. Et dans les débats, alors qui sont un peu mis en pause par la dissolution et la censure, mais notamment sur la question de l'euthanasie, combien de soignants qui ne sont même pas chrétiens, mais ont montré simplement aussi comment ils apportaient du soin aux autres et comment ils concevaient leur métier dans un monde où on n'est même plus capable de concevoir ce soin, et simplement où on se dit qu'on peut s'autodéterminer. Et donc on peut choisir pour soi, choisir comment est-ce qu'on fait naître ses enfants et comment est-ce qu'on décide nous-mêmes de mourir et quand. Alors dans votre essai, vous expliquez que le postmoderne n'a plus le souci du groupe. Et justement, vous en avez parlé au début du fait de, par exemple, ces mères qui disent moi je regrette d'être mère, et qui témoignent sans pudeur. Vous parlez aussi de la pudeur des sujets tabous qu'on aborde aujourd'hui sans pudeur. Et qu'est-ce que ça révèle de notre rapport justement au commun dans la société ? Mais je pense que c'est cette question de l'intimité qui est assez clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la totale transparence. Pour autant, je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner. Mais je pense que ce sont deux choses différentes.
essayer de témoigner, de montrer comment parfois il y a des épreuves aussi dans la vie, des difficultés, mais qu'on peut les dépasser, qu'il y a toujours quelque chose à en tirer ou à simplement accepter aussi. Parce que la vie est ainsi faite. Mais là, il y a une volonté simplement, parfois, j'ai l'impression, d'exprimer une colère, mais pour quel fruit à la fin ? Quel monde, quel commun est-ce qu'on veut créer ? Et est-ce qu'on veut vraiment un monde meilleur ? La question se pose. Et alors pour revenir sur la question, c'est la question du commun. Oui, ma question c'était en quoi notre rapport au commun a-t-il changé dans notre société ? Oui, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la question des nouvelles technologies. Enfin, vraiment, j'insiste, mais c'est chacun qui s'autodétermine depuis chez soi et qui ne considère plus qu'on œuvre aussi pour une collectivité, puisque cette question dont on parlait aussi de la transcendance, de la loi naturelle, on n'a pas encore abordé la question de la bioéthique, mais la question de la nature que j'aborde énormément dans ce livre parce que c'est avant tout aussi un éloge du corps incarné. Eh bien, se pose aussi la question de la nature de l'homme politique, de l'homme dans la cité. Et évidemment, si les individus ne sont que des monades jetées dans ce monde, ils ne vivent que pour eux-mêmes, et non seulement ils n'œuvrent pas à un commun, un collectif, et donc quand on n'a pas déjà cette idée de vivre dans une nation, eh bien, comment est-ce qu'on peut imaginer créer sa propre communauté, si j'ose dire, qu'est la famille ? Et c'est pour ça que j'essaye de remettre au cœur aussi du récit la notion d'oïkophilie, que j'emprunte à Roger Scruton, qui est ce philosophe britannique décédé assez récemment, en 2020, et qui explique très bien que l'oïkophilie, qui est donc l'amour du chez-soi, est nécessaire et il s'apprend dès la cellule familiale par des petites choses. D'abord, simplement la relation du jeu au-dessus entre l'enfant et sa mère, l'enfant et son père, avec la fratrie, s'il y en a une, et c'est là où il apprend la notion de service, de politesse. Voilà, ce qui est nécessaire pour vivre en communauté, la loyauté, les lois, l'enracinement. Et c'est aussi ce qui permet ensuite de sentir habiter un lieu, un endroit, un monde, et de donc œuvrer pour le commun. Mais je crois d'ailleurs que c'est aussi une réponse qu'apporte la notion d'écologie intégrale quand elle dit qu'on habite ce monde, qu'on en prend soin, mais avec l'homme au centre, toujours. Elle ne sape pas l'humain pour simplement protéger l'environnement au détriment de la nature humaine. Alors cette notion d'oïkophilie est très intéressante et finalement, on peut se demander quand même si quand le politique se mêle justement des politiques natalistes, en fait, est-ce que la clé, elle n'est pas aussi dans le fait d'enraciner les enfants qui naissent et qui vont aussi un jour donner la vie, de les enraciner, de les attacher à leur terre pour qu'ils aient aussi envie de la transmettre à leurs enfants, enfin, de la transmettre tout court, quoi. Pour moi, ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que au-delà de toutes les contingences économiques, etc., je pense vraiment que c'est une question de mentalité. Et c'est pour ça que j'insiste sur la transmission, qui est pour moi le cœur du problème. En fait, on est dans un monde où déjà la mobilité, on parlait tout à l'heure d'ascension sociale, de mobilité, c'est l'objectif de toute vie. Et de toute manière, on n'a pas le choix parce que si on veut avoir un travail, on va devoir généralement bouger, ne serait-ce que pour faire ses études, bon, très bien, mais ensuite pour aller dans des secteurs favorables à l'économie. Et c'est comme ça aussi qu'on détruit évidemment les territoires français, et je pense évidemment à ce qu'on appelle le monde rural. Et évidemment, je pense que la nature, là aussi, en fait, la vision de l'écologie est une vision très urbaine aujourd'hui, dans ce cas l'écologie qui domine médiatiquement. Je pense qu'il y a d'autres écologies possibles, notamment, j'en ai parlé à l'instant, l'écologie intégrale. Mais il y a une rupture avec la nature et avec simplement la terre d'où l'on vient. Donc on ne sait plus qui on est, et on est finalement quelqu'un qui s'adapte au gré des opportunités économiques, et on devient tous des sortes de photocopies.
Et nos souhaits, nos désirs ne dépendent que de ce que veulent les autres, en fait. Et on pense pouvoir s'autodéterminer, mais finalement, on est comme tout le monde. C'est ça qui est assez fou. Et on n'a même plus de particularités, ne serait-ce que si on prend le cas de la France, de particularités qui sont des particularités régionales. Et on sait qu'il y a eu des accélérateurs, évidemment, de la destruction de ces identités. Bon, on va pas faire un cours d'histoire sur cette question, mais si on prend la question de la Bretagne, comment est-ce qu'aujourd'hui, sans tomber dans le folklore et dans un héritage commercialisé, est-ce qu'on peut vraiment se dire breton alors que les dernières générations qui parlaient breton étaient nos grands-parents, qu'on ne connaît à peu près rien de notre culture? Enfin, c'est vertigineux. Et c'est là où je vois quand même la nécessité absolue de l'être humain de se sentir enraciné, c'est que toutes ces traditions reviennent. Et reviennent de manière assez authentique, puisque c'est spontané et populaire. Et c'est pas simplement le drapeau breton qui est vendu avec la bière Duchesse Anne, quoi. C'est pas juste marketing, quoi. Voilà. Alors, je voudrais aborder un point. Vous parlez dans votre livre de être famille ou faire famille. Et on sait que la famille est aujourd'hui malmenée dans sa définition même, et notamment par la GPA. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la GPA et aussi son lien avec justement l'attachement à la famille, si en fait on peut faire famille avec son chien ou faire famille, ou donner sa propre définition de la famille, en quoi c'est vraiment dangereux aussi pour notre attachement. Oui, je voulais vraiment m'arrêter sur ce terme de faire famille, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup d'ouvrages qui parlent de comment est-ce qu'on peut faire famille en inventant sa famille, avec ses amis, voilà, avec son chien. Et ça paraît caricatural, on dirait que c'est une blague, mais c'est la vérité. J'ai eu l'occasion de faire un débat avec une femme qui est au demeurant très sympathique, qui s'appelle Hélène Gâteau, qui a écrit un livre dont le titre m'échappe, mais en tout cas... voilà, elle dit qu'elle fait famille avec son chien, qu'elle considère comme son fils. Et l'objet de son livre, c'est de dire qu'il y a des correspondances entre la relation, en tout cas qu'elle a elle avec son chien, et qu'on peut avoir, nous les mères, avec nos fils ou nos filles. Et donc, c'est assez dingue, mais c'est très très intéressant, parce que ça peut paraître, évidemment, il y a toujours des personnes qui vont avoir des idées un peu ubuesques, mais en fait c'est un phénomène déjà, on appelle ça le pet parenting, il y en a de plus en plus dans certaines villes européennes, notamment à Barcelone, et il y a un pays, alors là on sort du monde exclusivement occidental, mais il y a la Corée du Sud, où par exemple en Corée du Sud ils vendent davantage de poussettes pour animaux de compagnie que pour êtres humains. Donc, je n'ai pas inventé ça, c'est une réalité. Donc c'est très parlant. D'ailleurs, la Corée du Sud a mis en place beaucoup de politiques natalistes, mais ça ne fonctionne pas, des milliards et des milliards. Mais aujourd'hui, les femmes ont en moyenne 0,7 enfants. Donc c'est catastrophique. Mais donc ce terme de faire famille, je pense qu'il est très symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivons. On a d'abord, en effet, effacé la figure du père, avec la PMA pour toutes, en considérant que le père était secondaire, finalement, qu'on pouvait se passer de lui, en oubliant qu'il y avait toujours un homme derrière quand même. Et puis là, évidemment, il y a la question de la GPA. Alors, elle est interdite en France, mais je ne sais pas si elle gagne du terrain, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'opposition de tous bords. J'ai envie d'être assez optimiste, disons, sur cette question. Et... évidemment, on supprime aussi l'enfant. On l'a vu avec cet exemple avec le chien, où on considère que, oui, voilà, la déconstruction ultime, c'est de dire qu'on peut faire famille sans même avoir un enfant. Mais la question de la GPA, puisque vous m'interrogez dessus, je trouve que c'est la plus saisissante. C'est pour ça que j'ai aussi... en fait, moi, cette démarche, évidemment, il y a j'ai essayé de ne pas tomber dans la transparence de notre époque, mais il y a évidemment une valeur de témoignage où je raconte aussi comment est-ce que, quand on est une femme, on vit la grossesse. Ces femmes qui prennent beaucoup de place dans les médias féminins réduisent souvent l'expérience de la grossesse et de la maternité à tous les maux. C'est-à-dire, alors on entend beaucoup parler de dépression du postpartum, de tous les maux de la grossesse, mais évidemment tout cela existe, c'est important d'informer,
Mais de résumer cette expérience à seulement ce qu'il y a de négatif, moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Alors, on me dit tout le temps, bah oui, c'est cool, en fait, elle a eu des grossesses sympas. C'est pas vrai du tout. Pas du tout. Mais simplement, j'ai vécu une forme d'épiphanie. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. J'ai parlé d'apothéose de la féminité, ça m'a été énormément reproché. J'ai pas du tout voulu dire par là que les femmes ne pouvaient pas être épanouies si elles ne devenaient pas mères, mais c'est simplement qu'évidemment, c'est quelque chose qui nous est donné à nous, c'est un privilège que les hommes n'ont pas. Et on a la capacité dans notre corps à porter la vie, c'est quand même fantastique. Et c'est pour ça que je pense que c'est un affront ultime aujourd'hui à la nature aussi, que la GPA. C'est-à-dire de dire que non seulement on peut commercialiser le corps, en faire une marchandise. Certains ont dit on a bien loué des bras, on peut louer un utérus. Je pense que ça résume toute la mentalité de ces promoteurs. Et on réduit la femme. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que c'est pas encore gagné, parce que là aussi, il y a beaucoup de résistance à gauche, et notamment dans certains mouvements féministes quand même, qui ne veulent pas que la femme soit réduite à être un incubateur. Et donc, je pense que là, en effet, non seulement on a peut-être voulu faire de la femme, le féminisme, on est responsable, à mon sens, un certain féminisme des hommes comme les autres, mais là, on veut faire comme si cette expérience de la maternité n'avait pas d'impact sur ce qu'on pouvait vivre en tant que femme. Alors que, évidemment, c'est des chamboulements qui sont d'ordre physique, physiologique, psychologique. Et les scientifiques ont prouvé quand même le lien qu'il y avait dans la vie intra-utérine entre la mère et l'enfant. Donc évidemment, il y a cette femme qui a pris la parole pour témoigner, pour raconter ses traumatismes, Olivia Morel. Donc ça, ce sont des choses qui existent. Mais je pense qu'évidemment, on trouvera toujours aussi des témoignages contraires pour nous dire que des femmes sont très heureuses de vivre cette expérience, de louer leur corps, et des enfants qui nous diront qu'ils n'ont pas vécu de traumatisme. Donc je pense que c'est vraiment aussi une réflexion philosophique qu'on doit porter là-dessus. C'est est-ce que on considère qu'on peut réduire, qu'on peut marchandiser la femme et qu'on peut la réduire à un incubateur. Cet effacement du donné naturel et de la femme passe aussi par le vocabulaire. On ne dit plus mère. D'ailleurs, il y a différents types de mères. Il y a la mère qui est la mère génitrice, donc qui a donné son ovule, parfois qui peut être aussi la mère porteuse, mais qui pas dans tous les cas. La mère porteuse, c'est celle qui porte l'enfant. Et puis il y a la mère d'intention, celle à qui l'enfant va être donné. Et donc il y a une confusion qui est totale. Et donc parfois, et c'est ce qu'on voit aux États-Unis, on supprime carrément le terme de mère pour lui préférer celui de surrogate. Et il y a d'ailleurs, c'est fascinant, beaucoup de comptes de surrogate qui promeuvent cette pratique et qui montrent tout ce qu'elles ont pu acheter grâce à leur utérus en le louant, notamment devenir propriétaire, etc. Et là aussi, on se dit, mais quelle conception de la dignité humaine on peut se faire si on est capable de se vendre. Elles le font j'ai plusieurs comptes en tête qui font des vidéos avec leur époux, mais quelle conception en fait de la femme on peut avoir pour permettre cela. Et beaucoup me disent oui, mais enfin il y a la GPA éthique. La GPA éthique, ça n'existe pas. Le seul pays où ils ont mis en place, on a un exemple de GPA éthique, c'est le Royaume-Uni. Et les couples qui veulent accéder à la GPA partent au Canada, aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas assez, évidemment, de mères porteuses qui se portent volontaires. Oui, mais quand bien même il y en aurait assez, est-ce que c'est quand même une... Non, évidemment. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose, c'est un temple sacré, le corps, et on ne peut pas, en effet, se permettre d'en faire une... Alors, ça ne serait pas une marchandise, puisqu'il ne serait pas soumis à un contrat, il n'y aura pas d'échange financier. Mais il ne peut pas être mis à disposition d'un autre de cette façon. L'enfant, c'est d'abord un élan d'amour, c'est l'aboutissement de cet élan d'amour qui est entre un homme et une femme. Et c'est ça qui fait peur d'ailleurs, c'est qu'ensuite cet autre, qui est à la fois le même, eh bien, c'est une altérité totale. Il est totalement libre, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre aussi de l'échanger. D'ailleurs, je parlais des liens dans la vie intra-utérine, c'est quelque chose de très profond, en fait, ce qui se crée dans cette relation du jeu au tu qui commence dès ce moment-là. Et toute mère peut le dire, c'est pas forcément
Pareil pour toutes les grossesses, c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est cette première relation qui se crée et qui permet ensuite toutes les autres. Alors on va devoir malheureusement conclure notre passionnant entretien. Et il est de tradition que je vous pose cette question pour donner de l'espérance, puisqu'on est ici aux éveilleurs d'espérance. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans ou enfin, de la génération de 20 à 30 ans pour lui donner l'espérance dans l'avenir qui paraît souvent bien sombre? En fait, beaucoup dans ceux que je rencontre, enfin, je ne suis pas très vieille, j'ai 28 ans, mais je vois déjà alors, je le vois dans ma génération, mais je crois que c'est encore plus flagrant pour ceux qui sont nés dans les années 2000 et qui peut-être ont tout de suite baigné dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles technologies et vivent dans un monde qui est totalement virtuel, coupé des autres. En fait, ils ont peur de tout. Ils ont peur du monde extérieur, ils ont peur de ceux qui les entourent et qu'ils ne rencontrent finalement plus vraiment. Et en fait, je leur dirais, n'ayez pas peur d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, c'est normal de voir toute la laideur de ce monde parce qu'elle existe. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous donnent à espérer. La beauté existe et il y en a il y a des résistants aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent nous montrer une autre voie possible. Et je crois que, puisque c'est le thème de la soirée, quand on devient parent, c'est normal d'avoir peur. Même avant de devenir parent, quand on se dit est-ce que ça y est, on se lance, mais on a toutes les bonnes raisons en effet de ne pas y aller. Donc n'ayez pas peur d'avoir peur parce que cette crainte, elle vous permet en effet profondément de prendre conscience de la responsabilité qui va être la vôtre et donc de devenir enfin des adultes. Et à la fois, vous devenez des adultes, mais en même temps, vous retrouverez, grâce à votre enfant, grâce à son regard renouvelé sur le monde, cet esprit d'enfance. Et comme disait Bernanos, seuls les poètes et les enfants seront sauvés. Merci beaucoup Azilise Lecor pour cette merveilleuse conférence. Et merci de nous avoir donné ce temps pour réfléchir avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée, j'étais ravie.